Bonjour à tous et à tous. Merci d'être ici, chers amis, chers collègues, chers patients, chers internautes. J'espère que tout se passe bien de votre côté, à la fois en présentiel et à la fois en distanciel. Donc, bienvenue à ce congrès, ce premier congrès en fait qui est une application et une évolution de notre plateforme pour celles et ceux qui étaient au courant de la plateforme universitaire CEPS. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vais quand même me présenter. Donc, je suis professeur à l'Université de Montpellier. Je co-dirige une équipe INSERM qui s'appelle l'Institut d'Ébré d'épidémiologie et de santé publique. Je travaille également à l'Institut du cancer de Montpellier et je suis pour l'instant président mais provisoire de cette société savante qui organise ce congrès, donc qui s'appelle la NPIs, la société qui s'intéresse à l'évaluation des interventions non médicamenteuses. Je vais en dire, si vous voulez bien, quelques mots avant, évidemment, de continuer sur le programme de la journée qui est très serré, vous allez voir. Il y a 10 ans, ce ministère de la Santé a demandé au professeur Bruno Falissard de commencer à faire des expertises sur l'ostéopathie et un certain nombre de pratiques manuelles ou des pratiques psychologiques ou des pratiques corporelles. Vous connaissez ces dossiers, ils ont été précurseurs d'un certain nombre de questionnements. Vous savez probablement que la Haute Autorité de Santé, de la même façon, a fait un rapport en 2011 sur la prescription de ces thérapeutiques non médicamenteuses. Vous savez également qu'un collège, le Collège universitaire des médecines intégratives et complémentaires, et je remercie son président d'honneur, le professeur Jacques Copperschmidt, d'être présent parmi nous, en 2017, qui a créé ce collège pour sensibiliser les médecins aux pratiques complémentaires. Il avait également une autre organisation importante sur l'Observatoire des médecines non conventionnelles de la faculté de médecine de Nice. Il y avait également le GEDCOP, représenté par le professeur François Paille également, et un certain nombre de personnes qui s'intéressaient à ces praticiens et à ces pratiques. Il y avait également le C2DS, un collège qui s'intéresse en particulier au développement de ces pratiques de santé naturelle. Et tous ces acteurs-là, avec notre plateforme universitaire CEPS, il y a 10 ans, soutenue par un contrat de plan État-région, était dans l'idée de finalement demander aux autorités de s'intéresser à ces questions-là parce que, pour plein de raisons, des patients qui soient malades ou qui soient à risque de maladie fragile utilisent un nombre important de pratiques. Et ici, très récemment, vous l'avez probablement vu, l'Académie de médecine a dit la seule façon d'avancer, la seule façon, il n'y en a pas d'autre, c'est forcément d'utiliser la science pour arriver finalement à trier le grain de livret. Et il y a de quoi faire, effectivement, parce que beaucoup de pratiques peuvent être naturelles, parallèles, alternatives, complémentaires, douces. Et on ne sait plus finalement de quoi on parle et de quel type de pratique pour quelle indication. Et tout l'enjeu, c'est effectivement peut-être, et c'est le seul ou la seule possibilité, c'est que la science puisse trier le grain de livret. Et donc on a travaillé avec, vous voyez, une équipe très élargie, composée à la fois de représentants patients, de praticiens, d'experts, sur une définition de ces pratiques en disant « arrêtons de tout confondre, c'est fini ». Dans le monde entier, sauf en France encore, on est capable d'amalgamer les médecines alternatives et les interventions non médicamenteuses, celles qui font la preuve. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit il y a des preuves, soit il n'y a pas de preuves. Et pourquoi ne pas, finalement, faire une définition, créer également un label, créer une identité sur ces pratiques et forcément améliorer la formation des praticiens par la science, mais en même temps que les praticiens fassent remonter des informations auprès des scientifiques pour évidemment améliorer ces pratiques. Et tout l'enjeu était d'arriver à travailler sur une classification et sur une définition, et donc on l'a choisi de cette façon-là, avec toutes les limites, bien entendu, d'une définition et d'un travail scientifique qui sera évolutif, mais en tout cas, ça permet de donner un peu le là. Ces pratiques sont fondées sur des données probantes, on les appelle des interventions non médicamenteuses, elles vont s'appliquer selon des indications et selon des protocoles spécifiques dans des parcours de santé, et tout le reste, finalement,
ne nous intéresse pas tellement. Tout l'enjeu est de faire progresser la science. Et comment? Eh bien, grâce à l'appel de Montpellier, depuis 2 ans, les entités dont j'ai parlé, on s'est tous regroupés en disant qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire véritablement avancer en France, en Europe, et voire plus dans le monde, ces questions. Eh bien, il faut peut-être créer une organisation qui soit une société savante, qui pousse finalement à accélérer la recherche, à évaluer, et ne pas avoir finalement de jugement a priori, de croyance a priori sur ces pratiques, mais bien d'arriver à qualifier, à certifier et à normaliser ces pratiques. Donc c'est la raison pour laquelle cette définition aujourd'hui nous anime les uns les autres et qu'on croit que ça va permettre de clarifier les choses. Donc cette société savante, pour être précis en quelques minutes évidemment, c'est un travail collectif qui permet de dire comment développer la recherche et l'innovation dans les interventions non médicamenteuses. Premier point, c'est d'essayer de dire il n'y a pas, et c'est le cas actuellement, 46 modèles et 46 façons de valider ces pratiques, et donc sur lequel on peut se retrouver dans des structures hospitalières en disant mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire absolument un essai randomisé contrôlé en double aveugle pour évaluer l'acupuncture. Absurde. Peut-être qu'il y a peut-être d'autres façons d'évaluer ces pratiques de façon très rigoureuse et sur lequel on n'a peut-être pas assez insisté sur un certain nombre d'éléments. Et donc vous voyez, il y a 50 ans ou 60 ans, les médicamenteux ont réussi à se mettre d'accord sur un modèle de validation et un modèle de surveillance de ces pratiques. Et bien de la même façon, notre communauté doit avancer en ayant non pas 46 façons d'évaluer, mais peut-être une seule, et que l'essai randomisé contrôlé peut être pertinent dans certains cas, mais c'est qu'une méthode par rapport à une modélisation et par rapport à un modèle de validation. Et tout ça conduisant ici à l'idée qu'au-delà de la discussion permanente entre de la recherche observationnelle et de la recherche mécanistique, on doit améliorer la description des pratiques. Et donc réfléchir à des recherches qui soient prototypiques, quels sont véritablement les tenants et les aboutissants, les contenus, les techniques, les modèles explicatifs de ces interventions non médicamenteuses, parfois dans la littérature ou parfois dans les échanges entre praticiens, on n'est pas encore bien précis sur les techniques. Et donc le fait de sensibiliser, d'améliorer la communauté à préciser et à décrire, c'était un élément important. Puis ensuite, il y a la question des évaluations confirmatoires sur lesquelles effectivement on peut faire de la recherche clinique. Il y avait 2 jours de congrès hier, peut-être certaines étaient là dans ce congrès organisé par l'INCa en disant la France avance aussi sur cette recherche interventionnelle. Et en quoi et comment, dans la recherche interventionnelle, on peut arriver à montrer à quel point il y a des pratiques non pharmacologiques qui ont une efficacité, soit en complément thérapeutique, et en particulier dans le cancer, soit potentiellement également en prévention. Et enfin, il y a des recherches en implémentation. Je crois qu'on a un travail énorme à faire sur ce sujet, que les big data, que les collectes de données massives vont être aussi des perspectives très intéressantes pour arriver à montrer en quoi et comment elles sont sûres, en quoi elles sont efficaces, en quoi elles sont efficientes, en quoi elles sont coût-efficaces. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire encore là-dessus. Donc la société savante va travailler sur ce modèle, le faire évoluer et faire chaque année des recommandations auprès des chercheurs et auprès des décideurs pour dire que finalement, il y a des étapes de la recherche et ce n'est pas uniquement une recherche ou une étude, mais bien un développement de la recherche. Et on a évidemment, dans cette société savante, récupéré tout ce qui avait été fait par la plateforme CEPS et sur lequel on avait obtenu un contrat de plan État-région. Donc voici 2 exemples, mais il y en aura d'autres. Donc ce programme qui est libre, ouvert, et cette société savante se veut libre et ouverte, notamment pour collecter de l'expérience patient, et donc chaque patient pourra envoyer une info, chaque utilisateur, sur les bénéfices ou les risques vus de son point de vue naturellement. Mais vous avez ici également une bibliothèque ouverte sur tous les mémoires de toutes les disciplines, de toutes les thèses, de tous les diaporamas, en open science, tout à fait ouvert. Et vous connaissez peut-être Motrial et d'autres systèmes qu'on a pu organiser, comme NIRI également, qui est un annuaire des chercheurs. La société savante se veut aussi organisée avec un deuxième pôle, un pôle sur la prospective économique. C'est vrai qu'on est chercheur, c'est vrai qu'on s'intéresse vraiment à l'évaluation, à l'efficacité, aux bénéfices, et finalement, on n'a pas suffisamment discuté de ces questions-là. Et donc, on a, sous la direction de M. Michel Noguès, ici présent, et je le remercie, un pilotage sur la prospective économique. Et quand on prend un petit peu de recul, en fait, il y a beaucoup d'emplois. En fait, il y a un marché
des interventions non médicamenteuses, à la fois dans le vieillissement, à la fois dans le bien-être, à la fois pour la prévention des maladies chroniques, à la fois pour l'aide à l'enfance, pour la maladie mentale. Il y a beaucoup d'interventions non médicamenteuses, mais comme on travaille tous en filière, en réseau, en secteur, en population, on n'a pas l'occasion de voir à quel point on pèse et sur lequel on pèse, y compris sur les décideurs, et qu'on a un vrai travail à faire auprès des décideurs pour dire qu'on n'est pas uniquement que des kinésithérapeutes, ou des psychologues, ou des médecins rééducateurs, ou etc., ou des oncologues. On a vraiment un travail pour dire et affirmer à quel point, sur les appels d'offres, sur à la fois la façon dont les ARS pourraient peser sur ces interventions non médicamenteuses, effectivement, on existe et on représente quelque chose d'important. Et donc, merci beaucoup, Michel, d'être présent et de soutenir à ce point, avec ta grande énergie, ce développement qui va être évidemment un élément important. Et nous ne sommes pas, encore une fois, que des chercheurs qui font de la recherche clinique. Je voudrais insister sur ça. Cette société savante, on l'a créée pour ça aussi. Un autre point, c'est la normalisation. Et je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant pour l'illustrer que ça. C'est quoi une normalisation ? C'est simplement réfléchir à des référentiels, et c'est pour ça qu'on a invité également le professeur Ivan Krakowski, qui est de l'AFSOS et qui a travaillé sur ces référentiels en cancéro, et on a créé une société savante en complémentarité avec d'autres, naturellement, mais pour dire que finalement, dans des parcours de soins, dans des parcours de santé, on peut tout à fait illustrer certaines interventions non médicamenteuses qui vont être utiles et pertinentes au début de l'histoire de certaines personnes, et puis peut-être au milieu du parcours, et peut-être quand la maladie sera aggravée, il y aura encore d'autres interventions non médicamenteuses. Et vous voyez ici des exemples sur la prévention de la chute chez la personne âgée. Il y a des programmes, OSEBO, programme PMES, et d'autres programmes qui sont spécifiques dans une prévention spécifique de la chute, et pas forcément pour la rééducation. Et tout l'enjeu est de se dire que peut-être que si on associait ces interventions non médicamenteuses et qu'on arrêtait de réfléchir en disant il n'y a que l'activité physique ou il n'y a qu'une psychothérapie, on ferait des avancées tout à fait significatives pour dire à quel point elles sont synergétiques. Et la recherche et cette société savante voudrait travailler sur des interventions qui soient multiples pour nos maladies qui sont des maladies complexes. C'est fini, c'était le siècle dernier où on imaginait qu'il y avait une thérapie pour chaque pathologie. Aujourd'hui, on va avoir des cocktails, et des cocktails de médicaments ou d'interventions non médicamenteuses, ou de chirurgie, ou de radiothérapie, peu importe, mais en tout cas des cocktails. Et on doit réfléchir avec ces combinaisons-là, parce qu'effectivement, un certain nombre de patients vont l'utiliser ou vont le faire sans même en avoir une information un peu claire. Un autre élément important, c'est la formation. Non pas la formation métier, chacun fera ses pratiques dans sa discipline, dans sa société savante. La vraie question est de se poser sur les éléments interdisciplinarité, transdisciplinarité. Il y a des modèles qui sont communs. Je pense à l'alcoolodépendance. Le modèle de Prochaska est un modèle qui doit servir à la fois des médecins, à la fois des alcoologues, à la fois des spécialistes sur l'éducation thérapeutique. Donc on doit avancer sur des modèles transthéoriques, mais on doit avancer également sur la recherche clinique, on doit avancer également sur des questions autour de la normalisation dont Boris reparlera, et on parlera beaucoup cet après-midi de cette question-là, Boris Tron, qui est universitaire à Montpellier. On doit aussi travailler sur l'alliance thérapeutique, sur l'éthique, sur les données, sur la qualité des données, sur la traçabilité. On doit aussi travailler avec les patients tout de suite et donc faire des sessions de formation sur lesquelles les soignants ou les spécialistes de la prévention doivent être formés aussi par les patients pour voir en quoi et comment les usages doivent être conditionnés par leur regard et la façon dont on peut les mettre en œuvre. Et enfin, la question de l'effet placebo, qui est un débat très polémique sur lequel on pourra revenir évidemment dans une société savante. C'est quoi un effet placebo et comment on peut finalement avoir aussi des intérêts vis-à-vis de l'évaluation des interventions non médicamenteuses. Et le dernier point, et encore une fois, merci à toutes et tous d'être ici présents ou en distanciel, c'est la communication. Et on veut, en tant que société savante, avoir ces deux événements annuels, une pratique et un échange de pratiques. Et donc vous êtes ici dans ce colloque qui est donc un échange de pratiques professionnelles. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas faire un congrès ne parlant que des mécanismes et des méthodologies, et un congrès qui soit plus méthodologique. Et donc on va l'organiser à Toulouse l'année prochaine, du 31 mars au 1er avril, où là on va s'intéresser au modèle d'évaluation.
et évidemment avec un regard beaucoup plus multidisciplinaire. On souhaite faire des colloques satellites de praticiens thématisés, et c'est la raison pour laquelle on a choisi pour cette fois-ci donc l'après-cancer dont je vais parler. Alors évidemment, tout ce travail, il se fait en équipe. Il se fait avec, vous avez vu, cette société savante qui est en préfiguration. On aura vraiment officiellement des nominations le 31 mars prochain lors de notre assemblée. Donc bienvenue dans cette société savante. Je la préside pour l'instant, on verra ce qui va se passer plus tard. On a donc Boris Tron qui est trésorier, Loïc Rénal qui est secrétaire général. On a un vice-président que vous connaissez probablement, le professeur Bruno Falissard de l'Académie de médecine, etc., etc., etc. On a également comme vice-président Michel Noguès et on a Fabienne Cournary qui est directrice générale qui est présente dans la salle et je la remercie. Et on a également donc des spécialistes et des représentants de ces pôles dont j'ai parlé. Ici Alice Guyon qui est du CNRS, Emeline Descamps qui est de l'INSERM, et toujours Michel Noguès, Boris Tron, Aline Weber, Pierrick Bernard pour la formation et enfin pour la communication, Loïc et Alain Varnery. Je crois qu'on est tous et toutes très motivés et on fait le maximum pour faire évoluer en France cette différenciation et de ne plus parler que d'INM et de laisser tomber un petit peu tout le reste pourrait amener à des progrès très très significatifs. Et donc je voudrais en préambule dire à quel point il fallait qu'on choisisse un thème. Et un des thèmes majeurs sur les interventions non médicamenteuses, c'est évidemment le cancer, mais pas forcément le cancer qui est durant les traitements, mais bien après. Et c'est les patientes et les patients qui nous ont montré à quel point ils ont l'air d'être perdus et que c'est le moment où Internet quasiment va profiter des occasions pour leur proposer X et X et X pratiques sur lesquelles on ne sait pas grand-chose. Et donc on souhaitait vraiment que là, après les rapports Vican, après un certain nombre d'études françaises montrant à quel point on a besoin de réfléchir à quel parcours de l'après-cancer, nous voulions inviter les spécialistes français du domaine. Et vous voyez, à la fois de l'organisation générale, professeur Ivan Krakowski, mais également sur l'activité physique, Aude-Marie Foucault qui présentera dans la matinée, mais également sur la psychologie, mais également Stéphanie Traguer, de la même façon sur la question des plantes et de tout ce qui est des compléments alimentaires. Il y a beaucoup de choses à discuter. Également Olivier Matario sur les nouvelles technologies. Et hélas, Bruno Reynard, j'espère qu'il est avec nous. Il a eu le Covid très récemment et donc il doit être de chez lui. J'espère que tout va bien se passer pour lui lorsqu'il va faire sa présentation. Bref, je le remercie encore et j'espère qu'il est là. Et on fera surtout, et parce que c'est un élément important, un débat sur les parcours. Ce qu'on veut faire en fin de journée, c'est de réfléchir avec vous. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions sur comment on va organiser ces parcours demain et après-demain. Et on a tout à construire. C'est vrai que dans les indications médicamenteuses, chirurgicales ou de radiothérapie, on a vraiment des process extrêmement bien établis. Et donc, on est là pour réfléchir à l'organisation de ces parcours et de comment on peut les financer. Donc, on recevra également un certain nombre de personnes pour voir comment on peut innover dans cette question d'organisation des parcours. Et donc, Bruno Falissard conclura la journée. Merci beaucoup de votre écoute.